Le calme revenu dans la salle, Yvonne posa ses mains sur celles d'Antoine. Mackenzie épiait la scène derrière la vitre, hissé sur la pointe des pieds. Il s'agenouilla brusquement en remarquant l'émotion dans le regard d'Yvonne. L'affaire était en bonne voie. « C'est merveilleux ce que vous avez accompli. Je ne sais même pas quoi te dire. »« Il suffit que tu m'indiques le week-end qui te conviendrait, » répondit Antoine. « Je me suis arrangé pour que tu n'aies pas à fermer le restaurant en semaine. Les ouvriers prendront possession des lieux un samedi matin et tout sera fini le dimanche soir. »« Mon Antoine, je n'ai pas le premier sou pour payer ne serait-ce que la peinture d'un mur, » dit-elle, la voix fragile. Antoine changea de chaise pour venir s'asseoir plus près d'elle. Il lui expliqua que les sous-sols de ses bureaux étaient encombrés de pots de peinture et d'accessoires récupérés sur les chantiers. Mackenzie avait conçu le projet de rénovation du restaurant à partir de ce stock qui les encombrait. C'était d'ailleurs ce qui donnerait un petit côté baroque, mais terriblement à la mode, à son établissement. Et quand il ajouta qu'elle ne se rendait pas compte du service qu'elle lui rendrait en le débarrassant de tout ce fatras, les yeux d'Yvonne s'embuèrent. Antoine la prit dans ses bras. « Arrête, Yvonne, tu vas me faire pleurer, moi aussi. Et puis l'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est juste du bonheur pour toi et puis surtout pour nous tous. Les premiers à profiter de ta nouvelle décoration, c'est nous qui déjeunons ici tous les jours. » Elle sécha ses joues et le réprimanda de la faire pleurer comme une jeune fille. « Tu vas me dire aussi que les appliques rutilantes que m'a montré Mackenzie sur son catalogue tout neuf sont des matériaux de récupération ?»« Ce sont des échantillons que les fournisseurs nous offrent, » répondit Antoine. « Qu'est-ce que tu mens mal ?» Yvonne promit d'y réfléchir. Antoine insista. Il avait déjà réfléchi pour elle. Il commencerait les travaux dans quelques semaines. « Antoine, pourquoi fais-tu tout ça ?»« Parce que ça me fait plaisir. » J'ai cru entendre chuchoter. « Gina ?» Pas de réponse. J'ai dressé l'oreille. Rien. Je suis ressorti dans le couloir. « J'arrive !» Je me suis immobilisé. J'avais froid tout à coup. Car de près, cette voix ne ressemblait plus du tout à celle de Gina. Mon cerveau a réagi en 3 temps. Primo, la panique. Ce n'était pas Gina. Le mieux, c'était de déguerpir au plus vite. Deuxio, la curiosité. Si ce n'était pas Gina, qui diable était-ce et pourquoi tout ce cirque? Tertio, à nouveau la panique. J'avais bien reconnu la voix de Gina au téléphone, alors que lui était-il arrivé? Il fallait que je trouve une réponse à cette question. Je suis retourné au salon et là, tout s'est passé très vite. Un projecteur braqué sur mon visage m'a ébloui momentanément. J'ai trébuché, porté la main à mes yeux. Dan Mercer. J'ai cligné des paupières, une voix de femme, ton neutre, plutôt grave, curieusement familière. Qui est là? Soudain, j'ai pu discerner des silhouettes dans la pièce. Un homme avec une caméra, un autre avec ce qui ressemblait à un micro au bout d'une perche. Et la femme à la voix familière, une femme superbe aux cheveux châtains, en tailleur. Wendy Tynes, NTC News. Que venez-vous faire ici, Dan? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. J'ai reconnu la présentatrice de cette émission à la télé. Pourquoi entreteniez-vous un dialogue à caractère sexuel sur Internet avec une jeune fille de 13 ans, Dan? Nous avons l'intégralité de vos communications avec elle. La journaliste qui traque les pédophiles, qui les piège pour les exposer au grand jour. Êtes-vous venu pour avoir des relations sexuelles avec une fille de 13 ans? J'ai enfin compris ce qui se passait. Et mon sang s'est glacé. D'autres gens ont envahi la pièce. Le réalisateur peut-être. Un second caméraman, 2 flics. Les caméras se sont rapprochées, l'éclat des lumières s'est intensifié. Le front constellé de sueur, je me suis mis à bafouiller, à me justifier. Mais j'étais déjà fichu. 2 jours plus tard, l'émission est passée à l'antenne. Tout le monde l'a vu. Dans 1 minute et 30 secondes, il sera exactement 10 heures. C'est quand même l'un des avantages d'être hors du système. On n'a pas besoin de se lever tôt. Rappel Fetnat. Pas de rendez-vous, pas de bureau, pas de pointeuse, pas de peur d'être en retard. Ajoute Kim. Pour aller en embouteillage, pas de patron, pas de peur d'être licencié. Pas de mission, pas d'objectif à atteindre. Nous sommes libres. Nous n'avons de compte à rendre à personne.
La grasse matinée, c'est tous les jours de notre vie, jusqu'au dernier. En baissant les yeux, Cassandre fait comprendre qu'elle veut se laver. Ah non, ici y a pas d'eau courante. Les flaques sont infectées à cause des produits toxiques ou des acides qui traînent. Donc pas de douche ni de bain, désolé. L'eau propre est précieuse. On la stocke dans une citerne qu'a bricolée Orlando. L'eau de pluie est filtrée par la roche poreuse, goutte à goutte, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux une douche tiède, tu remplis une bouteille d'eau filtrée à la citerne. Tu la fais chauffer sur le foyer et tu te la fous sur la gueule. C'est comme ça que faisaient déjà les gens au Moyen-Âge. Et ils ont survécu. En Italie, mon grand-père disait « Si tu veux rester en bonne santé, ne te lave pas. » Il avait raison, hein. Comme ça, tu renforces ton système immunitaire qui s'habitue à combattre les microbes. La jeune fille écoute avec attention. Et pour les toilettes, tu prends du papier journal chez la duchesse et tu vas te cacher derrière un tas de pneus. Ce qui est le plus doux pour les fesses, c'est le guetteur moderne. Personnellement, j'apprécie surtout de me torcher avec les pages politiques de ce magazine. Elles ont un lycée particulier que n'ont pas les pages culturelles ou celles des sports, beaucoup plus rêches. Cassandre, intéressée par cette dernière information, disparaît derrière un mur de pneus, puis revient quelques minutes plus tard. Lorsqu'il voulut à nouveau observer son ami, Brady découvrit avec stupeur qu'il avait les yeux ouverts. « Pierre, je t'attendais. Les types qui sont venus chez toi jeudi soir, dis-moi que tu ne les connaissais pas. » Les pupilles noires guettèrent Brady, analysant son émotion. « Tu as compris. » Brady baissa la tête. « Oh non, pas ça. Pas toi. Vous vous êtes rencontrés, n'est-ce pas? C'est que tu as été inventif pour remonter jusqu'à eux. Tu nous as souvent devancés. » Son élocution était lente, gênée par le tuyau d'oxygène qui entrait par ses narines. « Tu m'as menti. Depuis le début, tu m'as menti. Pourquoi ? » Pour t'ouvrir les yeux. Sur quoi? Les films pervers que tu produis en douce avec une bande de tarés? Sur le véritable sens de nos vies. Lequel? Celui de faire souffrir les gens qu'on aime? La jouissance. Souffla-t-il tandis que ses poumons sifflaient. Je t'ai vu te scléroser au fil des ans, Brad. T'enfermer dans tes certitudes réconfortantes. Tu t'es laissé fondre dans le moule. Tu as perdu la raison. Non, écoute-moi. Ce n'est pas la crise des 40 ans qui te rendait la vie de couple ou la vie tout court difficile. Des bêtises, tout ça. Le malaise survient lorsqu'on a oublié ce pourquoi son corps est fait. Jouir. Répandre sa semence partout, loin de la routine du mariage. L'âme est ainsi. Je vous conseille de ne pas voler cet échantillon, maugréa le paléontologue. Allons, Ming. Nous en avons 8 tonnes supplémentaires qui nous attendent tout en bas. L'esprit analytique de Rachel tournait à plein régime pour décortiquer les données qu'elle venait d'assimiler. Mais comment la vie sur une planète lointaine peut-elle être si semblable à la vie sur Terre? Vous avez dit que cet insecte s'intégrait parfaitement dans notre classification darwinienne. Parfaitement. Et croyez-le ou non, beaucoup d'astronomes ont prédit que la vie extraterrestre serait très semblable à la vie terrestre. Mais pourquoi? Cette espèce ne vient-elle pas d'un environnement entièrement différent? C'est la panspermie, répliqua Corky avec un large sourire. Je vous demande pardon? La panspermie est la théorie selon laquelle la vie aurait été disséminée et implantée ici à partir d'une autre planète. Rachel se renversa sur son siège, perplexe. Je comprends plus rien à ce que vous me dites. Corky se tourna vers Toland. Mike, vas-y, c'est toi l'homme de la mère originelle. Toland eut l'air ravi de prendre la suite. Autrefois, la Terre était une planète sans vie, Rachel. Puis, brusquement, du jour au lendemain, la vie a explosé. Nombre de biologistes pensent que cette explosion a été le résultat magique d'une combinaison idéale d'éléments au cœur des océans. Mais
Nous n'avons jamais été capables de reproduire ce phénomène en laboratoire, si bien que des sommités religieuses ont utilisé cet échec pour prétendre démontrer l'existence de Dieu. Ils affirment que la vie ne peut avoir existé avant que Dieu, d'un coup de baguette magique, l'ait créée sur notre planète. Donc, non seulement ce fossile confirme que la vie existe ailleurs, mais il confirme pratiquement la panspermie, c'est-à-dire que la vie sur Terre est issue d'un ailleurs situé au loin dans l'univers. 3 fois dans le 1000. Corky acquiesça radieux. Techniquement, nous sommes peut-être tous des extraterrestres. Il plaça ses 2 index derrière la tête comme 2 antennes, loucha comme un collégien et se mit à agiter la langue comme quelque insecte burlesque. Toland regarda Rachel avec un sourire compatissant. Et dire que ce type est le summum de notre évolution.